On va passer au film suivant. Oui, on va passer au film suivant. Donc, mais quel est-il? Django Unchained. Django. Call the police. Donc, Django Unchained. Bon, nouveau film de Quentin Tarantino, juste après Inglourious Basterds. Très, très, très attendu. Donc, en tête d'affiche, on peut voir Jamie Foxx, qui d'ailleurs est absent des Oscars. Moi, je suis très déçue. Christophe Waltz. Nominé lui aux Oscars du meilleur acteur dans un second rôle, et puis Leonardo DiCaprio, que justement on en parlait juste avant l'émission, ça fait très longtemps qu'il n'avait pas été pris pour un second rôle. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on le voit dans un film, c'est toujours un premier rôle, et pour un gros méchant aussi. Aussi. Donc je vais commencer. Qui veut commencer par sa petite critique de Django? Après vous, Monsieur Mussard. Si je peux juste revenir sur le rôle de grand méchant, Leonardo DiCaprio avait eu son rôle de grand méchant dans un film non pas moins connu qui est L'homme au masque de fer. Oui. Non mais ça faisait très très longtemps. Oui. Il était assez impressionnant dans ce truc-là pour un film qui était une daube sans nom. Continuons sur Django. Je valide. Bon, je vais commencer à parler de Django. Voilà. Alors, Django, moi personnellement, je l'ai beaucoup attendu ce film parce que pour moi, Tarantino et western, c'est un pléonasme. C'est-à-dire que, j'ai pas parcouru toute la filmographie de Tarantino, mais pour moi, tous ces films sont des westerns plus ou moins avoués dans l'ambiance. Et il y a vraiment ce côté qu'on trouve beaucoup dans ces films. Et donc, j'ai eu énormément d'attentes vis-à-vis de ce film, et forcément le film n'est pas allé à la hauteur de mes fantasmes, parce que mes fantasmes étaient tellement hauts que mais après c'est normal. Rentrons un peu plus dans des critiques un peu plus pragmatiques. Le film est donc un film assez long, 2h45, assez généreux, mais en même temps normal pour un western, les westerns qui durent même beaucoup plus longtemps que ça. Je trouve que ce film, il a un peu un côté Kill Bill 1, Kill Bill 2 réunis dans le même film. Ça m'a fait vraiment plutôt l'inverse. Kill Bill 2, Kill Bill 1 dans le même film. Vraiment les deux grandes facettes de Tarantino réunies dans le même film. Et voilà, j'ai mis du temps à essayer de comprendre à quel point j'avais aimé ou pas. Je trouve la fin absolument magistrale. Enfin, j'ai rigolé comme un gamin de plaisir à partir du moment où le film s'emballe. Et sur toute la première partie, c'est tout en douceur. On sent qu'il prend son temps, qui prend du plaisir avec Jamie Foxx. Je pense qu'il y a une belle rencontre entre Jamie Foxx et Tarantino, pas aussi belle qu'entre Samuel Jackson et Tarantino. Samuel Jackson qui dans ce film est juste incroyable. Dans son personnage, j'ai mis du temps à le reconnaître. Moi j'ai fait on dirait Oncle Ben, et puis au bout d'un moment j'ai dit mais attendez, c'est Samuel Jackson. Et et c'est un Samuel Jackson qui me fait penser Samuel Jackson de Pulp Fiction. La comparaison est facile, mais en même temps, je sais pas, il garde ce même jeu un peu à l'américaine quoi. Et Leonardo DiCaprio qui se fond tranquillement dans cette ambiance aussi de western, et qui appuie lentement sur sa pédale d'acteur, et qui vraiment quand qui joue avec réserve, et qui à certains moments dans ses coups de sang d'un coup se relève tel qu'on le connaît aujourd'hui, explose de talent. Je vais vous laisser parler aussi, je reviendrai plus tard là-dessus. Bon j'enchaîne. Alors moi le truc c'est que je crois, Kevin, que tu n'as pas vu Inglourious Basterds. Exactement. J'ai essayé de le sous-entendre et je suis désolé de le pointer, mais c'est parce que je pense que tu aurais vu Inglourious Basterds, tu aurais surtout dit que ce film ressemble énormément. C'est dans la continuité totale de Inglourious Basterds, au sens éthique et même formel, je trouve d'ailleurs. Et alors moi, contrairement à toi, j'attendais forcément Tarantino western, mais je pense que si j'avais les grosses miquettes d'être super déçu. Et en fait, on l'a vu à peine ce matin, mais on est tous super excités. Et même si on parle que maintenant, franchement, en fait, il m'a vraiment vachement plu en y repensant de plus en plus. Mais voilà, il y a cette même continuité de déformer l'histoire. De venger l'histoire plutôt à sa façon, en utilisant un genre, ou en détournant totalement un genre. Et ici d'ailleurs, ce qui est marrant, on y est juste sur la question des genres, c'est qu'il utilise le western spaghetti, qui était à la base un peu qui était un peu le contre-pied au western classique américain, pour justement se prendre à faire le contre-pied de l'histoire américaine et justement reprendre l'histoire de la traite et tout. Mais donc voilà, comme tu dis, le film au début prend son temps, quoique pas tant que ça en fait. Il enchaîne. Ça avance quoi. Voilà, ça avance quand même assez vite, mais limite je pense que il y aurait des scènes qui auraient pu plus appuyer, prendre peut-être plus de temps pour certains trucs, mais on retrouve le goût du dialogue qu'il avait dans Inglourious Basterds, dans des séquences, la séquence de la table.
dans l'auberge allemande là. Où ils sont passés pour les Allemands dans Inglourious Basterds. Ouais, non, mais voilà, dans Inglourious Basterds, il y avait celle-là, et voilà, je la mettais en collection avec l'autre scène où ils sont au repas avec. Dans le saloon. Avec non, à la fin, la scène qui dure à Candyland, je cherchais le nom, qui dure très longtemps, où il y a tout ce jeu de regard avec la femme et tout machin, où voilà, il y a 2 séquences comme dans Inglourious Basterds, comme dans Django, une longue séquence de dialogue où petit à petit ça monte et chacun sent justement les pressions juste avant que ça pète, quoi. Et pareil, là, il y a cette explosion finale de violence totale où Tarantino se lâche totalement sur l'histoire. Oh mon Dieu. Et il met vraiment cher, quoi. La mort de la sœur, mais je pleurais, mais comme un mot. C'était vraiment trop beau. Mais voilà, au final, il y a quand même de toute façon, quoi qu'on en dise, il y a toujours ce goût de l'éclate, quoi. Tarantino, c'est le roi, ça reste le roi pour l'instant. Il s'amuse toujours autant. Et même si on peut faire la fine bouche sur pas mal de séquences, moi par exemple, ce qui m'a un peu déçu, par exemple, c'est les apparitions de sa femme lorsqu'il est sur le chemin. Moi j'ai trouvé ça justifié dans le sens où tu vois la dernière apparition dans le champ, il a réussi à me faire dire est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est encore un flashback, justement, tu vois, et du coup j'ai trouvé l'utilité, enfin en tout cas la justification de ces flashbacks vraiment au bout de du dernier flashback. Mais justement c'est pas des flashbacks, c'est-à-dire que c'est pas des apparitions, voilà. Et du coup cette apparition à la fin, je me suis dit là tu m'as eu, quoi. Là j'ai compris pourquoi t'as fait ça, parce que du coup est-ce que c'est elle, est-ce que c'est elle, non mais ça dure ça dure 5 secondes. Du coup ça m'a moins dérangé. Mais alors par contre les séquences de flashback justement étaient vachement fortes, je trouvais. Ah ouais, il y en a une qui est magnifique, il y en a une qui est vraiment magnifique, la fois où il s'évade là, elle est formidable, cette séquence. D'ailleurs j'ai une question. Tu sais si ce film a été fait en argentique ou pas? Ça m'étonnerait. Je sais pas, ce n'est qu'un effet numérique. Mais en tout cas, la couleur sur cette scène est magnifique, j'adore. Voilà. Et par contre, je regrette en fait que Kerry Washington, qui est quand même une actrice que j'aime beaucoup, elle est un peu au second. Qu'on connaît d'où? Qu'on connaît de She Hates Me de Spike Lee. Ah d'accord. Et récemment d'une série américaine dont je me souviens plus le nom. Voilà. Mais elle est super bien. Et voilà, elle est d'une part magnifique et d'autre part très bonne actrice. Et elle est un peu. Merci Kevin. Elle est un peu mise de côté, quoi. J'ai l'impression qu'elle n'est pas mise en valeur, un peu comme quelque part Jamie Foxx. Tu te demandes pourquoi il est pas aux Oscars, hein, mais moi je sais. Enfin, en fait, il a rien pour être aux Oscars. Il est noir, disons-le. Ouais, il est noir. Non, mais voilà. Oui, déjà d'une part. Bon, il est quand même très bon dedans. Mais il est pas excellent, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il est bon, mais il est pas. Il fait le boulot. Moi, je l'ai trouvé très fort de réussir à exister à ce point-là face à Christophe Waltz, qui est quand même un mec d'un charisme incroyable et qui aurait pu complètement lui voler la vedette. Et au contraire, il fait un personnage qui est en constante progression pendant tout le film et qui arrive à exister comme ça de plus en plus, et ça marche. Moi, je l'ai trouvé très très bon. Oui, bon, on en parlera certainement au moment où on parlera des Oscars, mais du coup, c'est pas une performance dite d'Oscar entre guillemets, comme on en a vu et qui ont été primés. Mais du coup, c'est vrai qu'il tient bien son rôle face à Christopher Waltz, qui a un peu mangé tout le monde dans Inglourious Basterds. D'une part, c'est ça, moi j'ai détesté Inglourious Basterds, je suis très content d'être tombé. J'ai eu l'impression de. Comment tu as pu détester? Je l'ai trouvé lent, ennuyeux, trop parlant. J'ai l'impression que le mec il a pas réussi à se contenir pour il a juste dit tout le monde m'adore, de toute façon je vais faire mon truc et je m'en fous du reste. Donc du coup ça m'a vachement gêné, et finalement Django, moi ça a été c'est un peu comme des retrouvailles avec Quentin Tarantino, et du coup j'ai vraiment apprécié le film, même s'il y a 2 films en un, mais comme il aime bien faire. Limite, moi j'irais à l'inverse, c'est que pour la scène de Django du repas, je pense qu'il aurait pu faire durer encore plus le dialogue comme dans la taverne. Et franchement, le suspense qu'il y a dans cette taverne, rares sont les gens qui l'ont atteint. Donc sur la comparaison avec Inglourious Basterds, moi je pense que, en tout cas c'est ça qui m'imprègne le plus dans ce film-là, c'est que justement on est un petit peu. Personnellement, moi j'ai été un petit peu frustré de voir que pour la première fois, j'ai envie de dire, Tarantino ne se réinvente pas. C'est-à-dire qu'à chaque nouveau film, en fait, il refait une nouvelle esthétique. Et puis là, c'est de nouveau Inglourious Basterds dans un autre contexte. Mais pour moi, un peu en moins bien, dans le sens où il y a moins d'idées du point de vue de la mise en scène. On a l'impression qu'il y va un petit peu à reculons. Moi j'ai la sensation qu'en fait, il a une confiance totale en ses comédiens, et du coup il a envie de se manifester le moins possible en tant que réalisateur, ce que d'habitude il s'évertue à faire. Il est tout le temps présent, il est tout le temps en train de faire des effets de montage, etc. Et là il les laisse faire le plus possible.
pareil aussi sur la démarche commune qu'il y a entre Inglorious et Django. Ce qui me semble intéressant, c'est que Quentin Tarantino a une démarche très très cohérente. C'est que finalement, il traite d'une chose d'un point de vue esthétique, c'est le cinéma populaire. Et là, depuis Inglorious, il utilise le cinéma populaire pour parler de l'histoire. Et le sens qu'il donne, c'est justement de dire que l'histoire doit se réapproprier par le peuple. Parce qu'en fait, ce qu'il crée, c'est une mythologie. Parce que tous ces événements qu'il raconte sont totalement légendaires, il réinvente l'histoire et il crée cette mythologie où à chaque fois, il s'agit pour le peuple de prendre le pouvoir et de faire avancer l'histoire ou de la faire changer de sens. C'est ça avec les soldats qui décident finalement de tuer Hitler, enfin qui arrivent finalement... Pardon, c'est spoil aussi. C'est Inglourious Bastard, vous avez eu le temps de le voir. Tout le monde le sait en fait normalement. Désolé. Pour ceux qui n'ont pas vu Inglourious Bastard, je vous rappelle qu'on a un Twitter pour venir me soutenir. C'est cut_directors. Merci beaucoup. Moi c'est Kevin. Envoyez-moi un DVD. Et donc voilà. Et donc si je me suis fait la réflexion que si jamais il continue dans cette voie, le prochain film de Tarantino parlerait de la Révolution française, parce que c'est vraiment l'idée du peuple qui reprend le pouvoir. En plus, par un point très particulier, c'est comme ça aussi le plus important, c'est que tout se fait chez Tarantino à travers la violence. C'est-à-dire que vraiment, si le peuple reprend le pouvoir, c'est par la violence, et c'est le cinéaste de la violence par excellence, et peut-être même plus que ça, de la violence gratuite, peut-être même encore plus que ça, de la perversité. C'est quand même, il y a quelque chose comme ça chez Tarantino. Ouais, mais c'est pas si gratuite que ça, là, en l'occurrence. Moi, je la trouve justifiée. Après, ça. Il flingue quand même des blancs juste parce qu'ils sont blancs à la fin. Oui, mais c'est des blancs dans un contexte. Oui, totalement. Ce sont des blancs dans un contexte. Mais écoutez, voilà, la sœur, il la bute. Elle a rien fait de mal, la sœur, mais elle meurt d'une façon. Bon. Oui, moi, je crois vraiment il y a un sens très pessimiste chez Tarantino. Enfin, je pense qu'il déplore ça, le fait que finalement, on ne peut recréer l'histoire que à travers de la violence gratuite, parce que c'est le cinéma qui refait l'histoire depuis le XXe siècle. C'est le cinéma qui parle de l'histoire et uniquement le cinéma. Et si le cinéma fait ça, on sait que le cinéma américain est fondé sur la violence, que ce soit les westerns ou tout le film noir, etc. Et donc voilà, et je pense que c'est ça le constat central de Tarantino, et je pense qu'il le déplore d'une certaine manière. Là, il dit c'est même pas le cinéma américain, il dit c'est les Américains qui sont violents. Oui, il y a une réplique. Il y a la réplique où il dit il est pas habitué à cette violence-là. Il fait bah non, il est juste pas habitué aux Américains. Ouais. Et pareil dans Inglourious Bastard, en finale les plus sauvages, les plus violents, les plus terribles, c'est Brad Pitt, c'est les soldats américains qui. Oui, mais en tant que c'est une nation dressée par le cinéma. Je pense que c'est vraiment ça le sens de ce qu'il veut dire, parce que Tarantino c'est avant tout une démarche postmoderne constamment, et je pense qu'il parle avant tout de cinéma. Et c'est pour ça que je vous conseille d'y aller. Moi, je vous dis tout de suite, courez. Alors c'est peut-être, je suis peut-être, je l'ai peut-être pas assez digéré, je sais pas, mais je suis très très enthousiaste. Allez-y. Enfin, vraiment, je trouve qu'il y a très peu de fausses notes. Tout est très bien maîtrisé. Tout est habilement réalisé. C'est drôle, c'est triste, c'est bien foutu, c'est beau. C'est, enfin vraiment. Allez-y. Jetez votre gueule, prenez de l'ecstasy. Arrête de prenez un somnifère pour pas être excité. Et là, juste sans spoiler, comme dans chaque Quentin Tarantino, il y a un caméo, et ce caméo est digne de ce nom, juste pour au moins la dernière seconde du caméo, on va dire, qui est juste magnifique. La dernière seconde d'apparition de Quentin Tarantino que je trouve juste. C'est vraiment le plaisir de l'enfant qui a regardé des films au cinéma et qui voulait vivre ça au cinéma. Là, il joue vachement avec ses codes d'ailleurs, avec tous ces trucs. Il y a surtout par contre là, au niveau de la BO, c'est une sorte de partouze musicale. Alors, je sais sur la BO, c'est génial. Il nous fout tout comme ça dans les oreilles. Mais tout marche. Mais c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il nous fout tout dans les oreilles, où on est surpris à la première seconde, mais ça marche. Juste ça marche. Je sais pas pour vous, mais dès que vous entendez Rick Ross dans un film de Tarantino, si vous êtes dans une salle de cinéma, je vous le souhaite, regardez autour de vous, les gens remuent la tête. Vraiment. On a une salle entière de gangsters. C'est génial, c'est jubilatoire. Et oui. Et voilà, donc parlons-en. Enfin, Samuel Jackson, je suis seul à avoir rebondi dessus. Personne rebondit dessus. Alors moi, Samuel L. Jackson, je l'ai trouvé dans un registre comique que je lui connaissais pas tant que ça en fait. Enfin, un registre comique différent de ce qu'il a pu faire. Oui, et je l'ai trouvé excellent dans son interprétation d'esclave de maison, si on peut dire ça comme ça. Une sorte d'elfe de maison. Voilà. Et c'est marrant,
c'est que c'est le personnage le plus flippant. Ah ouais. Ah non mais c'est vrai. C'est lui le grand méchant. Alors qu'en plus c'est un mec éclopé comme ça avec sa canne et tout machin. Et le mec il apparaît à chaque fois tu dis purée qu'est-ce qu'il va faire. Voilà, c'est vraiment ce qui est très intéressant, c'est son rapport avec son maître. Oui, dans le film, quoi. Il y a vraiment cette scène où ils discutent dans une autre pièce de la maison, dans la bibliothèque, dans la bibliothèque de la maison, et voilà, où ils discutent avec le poignard, et le professeur Moutarde. Non, mais voilà, et vraiment, c'est voilà, très. Le rapport entre les deux très intéressant. Oui, d'un seul coup, le rapport switch très vite. C'est très agréable à voir. Et donc dans la filmographie Tarantino, vous le placez plutôt où du coup au final, plutôt en haut, plutôt en haut moi. Moi aussi. Moi j'ai en fait, vu que je suis vraiment pas d'accord avec toi, moi Inglourious Bastard, c'est que là t'avais plus la gratuité du Tarantino d'avance qu'on peut un peu regretter d'un côté et tout machin, mais moi il m'éclate les premiers films de Tarantino, c'est pas ça le souci. Mais d'un seul coup je trouvais qu'il prenait le temps de créer un suspense qui avait plus rien à voir et que j'ai pas d'autres films au cinéma qui m'ont fait un suspense comme ça qui joue qu'avec les mots, où là justement il y a tout, ou même chaque tic de langage allemand où on retrouve ça dans Django, où il lui dit au revoir, il lui dit goodbye au lieu de je ne parle pas allemand, désolé mesdames et messieurs. Mais il y a ce truc là où il va créer des situations juste avec du langage et des situations encore aussi tendues qu'avec des flingues quoi. Et je suis pas mécontent qu'on entende parler français par un acteur qui joue bien. Oui, c'est vrai. Pour ne pas citer les acteurs de Inglourious Basterds, qui sont les acteurs français qui nous mettent une honte comme jamais. Monumental. Et d'autre part, moi, je le classerais assez haut en un sens parce que j'ai retrouvé la jubilation que j'ai pu avoir en regardant Django, que j'ai pu avoir quand j'ai regardé la première fois Pulp Fiction. Je suis tout à fait d'accord. Reservoir Dogs aussi. Ou Reservoir Dogs. Voilà. Moi pareil, haut du panier, c'est les deux se mêlent. T'as le Tarantino jeune qui s'éclate et le Tarantino Inglourious Bastard qui pose les choses à plat et met le paquet. Pour le mettre dans le vote, juste j'ai senti en fait en voyant Django justement que j'avais pas vu Inglourious Basterds. Je me suis dit mince, j'ai loupé une marche très importante dans la filmographie de Tarantino et voilà, je l'ai vu tout récemment aussi. Et là, le prochain film que je vais voir, je rentre me coucher après l'émission, je prends Guronzan et je regarde Inglourious Basterds. Donc avant la fin de la saison 4 de Breaking Bad. Ah oui. Mais avant Breaking Bad, Maniac. Parlons de viande. Donc on enchaîne sur la violence gratuite. On va dire. Alors Maniac, production Thomas Langman qui aime bien marquer Academy Awards winner à côté de son nom sur la bande annonce en tout cas, pas sur le générique mais bon. Maniac, histoire d'un jeune homme dérangé interprété par j'ai un trou de mémoire par Frodon, notre ami Frodon. Mais qu'as-tu fait? Elijah Wood, voilà. Mais qu'as-tu fait? Pourquoi, en fait? Juste, t'aurais pu choisir meilleur pour comeback, parce que là, c'est horrible. Comment dire? Pour ceux qui savent pas, ce serait pas un spoiler, parce que bon, c'est dès le début du film, on comprend qu'on est en caméra subjective du tueur en question qui s'amuse à scalper des jeunes femmes. Voilà, je vous laisse l'idée. Donc pendant un peu plus d'1h30, on est dans la tête de Elijah Wood qu'on voit à l'occasion de quelques reflets dans le miroir et on comprend très vite que c'est un fou. Et qu'il n'y a rien à faire pour lui. Voilà, donc à part voir des jeunes filles se faire scalper et démolir à coups de différents objets. Non, pas grand intérêt dans ce film, en fait. C'est assez dingue de voir à quel point ce film est raté absolument sur tous les plans, quoi. Déjà, ce qui est incroyable, c'est que c'est typiquement le phénomène de ce qu'on appelle une fausse bonne idée. C'est que c'est un phénomène qui me terrifie de s'imaginer le nombre de personnes qui ont dû faire preuve d'un manque total de discernement pour que le film passe de juste une idée comme ça à une projection dans une salle. C'est-à-dire que vraiment, c'est incroyable le cheminement qu'il y a entre les deux. C'est une très 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 mauvaise idée. Il faut arrêter avec ça de mettre une caméra subjective. La caméra subjective, je finis quand même mon argumentation parce que la caméra subjective n'apporte absolument rien qui soit de l'ordre de la subjectivité. Et si on croit que en se mettant derrière les yeux d'un personnage, on va avoir une impression de subjectivité, je veux dire, l'histoire du cinéma, c'est l'histoire de la conquête de la subjectivité. Il faut voir du Wells, il faut voir du Fritz Lang, il faut voir du Terrence Malick. À chaque fois, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire exister un corps, pour faire exister une perception. Mais non, mais voilà. Justement, c'est l'appel du vide par le plein. Il souffre exactement toutes ces comparaisons là puisque caméra subjective, c'est ma solution à moi pour essayer de montrer on se met derrière les yeux d'un tueur et puis du coup c'est cruel et du coup c'est cool. Je trouve ça
horrible. C'est vrai que c'est un peu. Je pense pas que c'est aussi simple déjà, et je pense pas que ça soit une fausse bonne idée dès le départ. Je pense que ça aurait pu être une bonne idée. C'est vraiment une fausse bonne idée. Non mais Tarantino qui fait. C'est-à-dire que je pense que ça aurait pu être une bonne idée bien réalisée, mais c'est-à-dire que là le film souffre d'un mécanisme qui tue tout. C'est-à-dire que ça aurait fonctionné si jamais on aurait fait ça dans le temps. Je pense qu'il aurait utilisé le temps pour aider ce truc-là, comme bon, c'est un exemple un peu nul parce que le film je l'aime pas du tout, mais Enter the Void, au début où il y avait toute cette scène là où tu tuais le mec, bon tu peux trouver la scène nulle, mais voilà, tu vis dans les yeux d'un mec et tu vis le temps de la chose, alors que je vois là, ce que tu veux dire. voilà, le film utilise la jump cut, mais alors tout le temps, tout le temps, La jump cut. c'est-à-dire par exemple on discute, puis là jump cut, on sera un peu plus loin dans la discussion, genre on aura des mini ellipses de quelques secondes, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que même si on est dans les yeux de quelqu'un, va y avoir, les plans vont pas durer plus de 10 secondes, je pense, maximum. Ça, c'est un détail, c'est quand même pas ça du tout qui dénature la subjectivité. Pour moi, c'est pas du tout un détail. Pour moi, enfin vraiment, c'est-à-dire que la première séquence de meurtre, par exemple, moi personnellement, je trouve qu'elle fonctionnait. Oui. Parce que déjà, il y a un autre truc T'as qui toute gâche. l'attente, ce qui est là aussi. Voilà, c'est-à-dire que l'autre truc qui gâche tout, c'est qu'après, on sait pourquoi il est fou. Oui. Et c'est On le sait super très lourd. vite en fait. Pareil, voilà, je dis, il est raté sur tous les plans. Sur le plan psychologique, c'est effroyable. Justement, C'est-à-dire que pareil, on se fait chier à créer des personnages de tueurs en série qui sont opaques, qui sont mystérieux, montrer que c'est toute la détresse humaine qui est exprimée dans un tueur en série, et le résumer à quelque chose d'aussi bête que ça. Enfin, c'est un mec qui a été traumatisé par sa mère qui baisait à gauche à droite. Voilà. C'est ridicule. Non, mais on le sait très vite, ça n'a pas de sens, quoi. On le sait vite. Moi, 1, 2, 3. Ce qui aurait été, à mon avis, une bonne idée, ça aurait été de faire le même film avec le tueur de Seven, comme je disais, qui est pas un fou et qui a un propos presque chaotique du truc, ou même on pourrait suivre un Batman dans les yeux du Joker. Ouais. Et là, ce serait intéressant parce que ce sont des personnages qui ont quelque part un propos à défendre et qui est pas juste. Peut-être que c'est une tendance à lancer comme ça, faire des films suédés en caméra subjective. Un personnage. La mort de Marion Cotillard en caméra subjective, je pense qu'il y a quelque chose à jouer. Moi, je voudrais juste rebondir parce que je n'ai pas vu Maniac. J'étais parti pour le voir parce que je revois très rarement des bandes annonces, mais Maniac, la bande annonce m'a été montrée par Léo en me disant faut absolument que tu vois cette bande annonce, le film a l'air génial. Et j'ai regardé la bande annonce de Maniac, je me suis dit ce film a l'air génial. Et Léo et David et Thomas ont été le voir tous les trois avant moi et m'ont dit, ils sont revenus dépités tous les trois d'un commun accord, sans le savoir, parce qu'ils sont pas allés le voir en même temps. C'est une merde. Et voilà. Et je me dis, ils s'en sont rendus compte, les producteurs, en faisant la bande-annonce, parce que si l'idée avait été géniale de la caméra subjective, ça aurait été un argument de vente dans la bande-annonce. Mais là, dans la bande-annonce, ils exploitent tous les moments du film où apparemment le personnage se croise dans une vitre ou un miroir. Et puis à d'autres moments il y a des espèces d'ellipses à 2 francs 50. Il y a le moment pareil qui est des moments presque symboliques, j'ai envie de dire, où voilà, quand il tue, il sort de son propre corps, donc la caméra sort de sa vision subjective. C'est très lourd, c'est très. C'est un côté Highlander, ça. C'était très naturel. Mais voilà, c'est-à-dire que sur la scène de fin, qui est déjà mauvaise même sur l'écrit du scénario, c'est même pas une question de subjectivité ou quoi que ce soit, mais là en plus avec cette jump cut affreuse où on perd tout, mais on perd vraiment tout, c'est-à-dire que tu t'ennuies devant le truc comme si tu matais un best-of de gamelle sur YouTube, c'est un truc je trouvais ça douloureux, c'est-à-dire que t'as mal au crâne et tu te fais chier. J'ai envie, il y a un côté snuff movie qui m'est venu très vite en fait, et ça m'a presque donné envie de regarder des snuffs en me disant que ce sera peut-être un peu plus intéressant. Et la question que j'ai envie de vous poser tous les trois, vu que vous dites qu'il est loupé à ce point-là, juste, est-ce qu'il mérite limite le terme de nanar? Non. D'accord. Non, parce qu'il va dans la catégorie de La colline à des yeux et du reste. C'est ça, si jamais après tout ce qu'on vient de dire, vous avez quand même encore un peu envie d'aller voir ce film, n'oubliez pas que ce film est issu de la rencontre entre le réalisateur de Piranha 3D et le réalisateur de Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques. Voilà. Donc, tout est dit à partir de Arrêtez. Alors réalisé par un tiers ce mec que personne ne connaît. Exactement. Et avec Frodon dedans qui a quitté la comté. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'être si méchant avec Alexandre Aja. Je pense que ce mec, Alexandre Aja, il a fait un bon film, il a fait Mirrors et après il aurait dû se la fermer. Mais encore Mirrors. J'ai pas vu Mirrors. Non, mais c'est-à-dire que je pense que c'est un mec qui a arrêtez, j'ai vraiment envie de le défendre. Non mais tu peux pas défendre Alexandre Aja derrière Tarantino. Non mais vas-y, Tarantino version Lidl. C'est exactement ça. C'est du post-moderne mais concernant des mauvais films. C'est pas que du post, c'est pas justement Mirror, c'est pas que du post-moderne. C'est un mec qui est triste. Enfin, c'est surtout que je l'ai vu en interview. Il disait, je suis triste de la production d'horreur. Je vais en faire quelque chose. Et je pense que c'est un mec qui a des idées. Non. Deux secondes. C'est un mec qui a des idées et qui juste a un très mauvais goût.
mais rend un très c'est pas mal. C'est ça le C'est gros exactement problème. ça. Mais Oui, c'est non, pas et puis On peut pas méchant. lui en foutre. C'est David Il est pas Bowie. méchant, il est mauvais. C'est ça, c'est le goût du cinéma d'horreur maintenant. Allez, on va vous laisser sur un petit extrait musical avant d'engager notre prochaine rubrique qui sera consacrée à une série télé surprise. Et n'oubliez pas de tweeter. Tweet. Walking out for love. I'm walking out really down in a cool breeze. I'm gonna be late again. Driver, wait for me, please. I'm running all in vain, trying to catch this train. Time don't fool me no more. I throw my watch to the floor. It's gone crazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained. Anger and pain in the subway train. Long gone the rendezvous. Time made a fool out of me. Oh baby, can't you see? It's a time in tragedy. Think it's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for the out of time man. Time don't fool me no more. I throw my watch to the floor. It's gone crazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained. Anger and pain in the subway train. Long gone the rendezvous. Time made a fool out of me. Oh baby, can't you see? It's a time of tragedy. Think it's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for the out of time man. Long gone the rendezvous. Time made a fool out of me. Oh baby, can't you see? It's a time of tragedy. Long gone the rendezvous. Time made a fool out of me. Oh baby, can't you see? It's a time of tragedy. Long gone the rendezvous. Time made a fool out of me. Oh baby, can't you see? It's a time of tragedy. Think it's 9 when the clock says 10. This girl